Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce premier jeudi CEDOS de l'année où j'ai la chance de présenter mes travaux de thèse. Mais avant tout et avant de commencer, je vais bien évidemment me présenter puis présenter la chaire d'os dont j'ai la chance d'être le coordinateur avec Fanny Rabouille. Alors, pour ce jeudi CEDOS, hein, voilà, je vais faire une courte introduction sur qui je suis, la chaire d'os, avant de vous présenter tout simplement le sujet, à savoir comment on co-crée de la valeur avec ces communautés, qu'est-ce que c'est que la co-création de valeur. Succinctement, je m'appelle Pierre Dalzotto, je suis récemment docteur du coup de l'Université Grenoble-Alpes, puisque j'ai soutenu ma thèse le 21 décembre, et à Grenoble École de Management, je suis coordinateur de la chaire Digital Organizations and Society, et je suis aussi professeur assistant en système d'information. Et la chaire d'os, je vais tout simplement vous présenter sa vision, sa mission et puis ses objectifs. Alors la vision, elle part d'un constat qu'on fait tous en fait, c'est que le numérique remodèle profondément nos rapports entre nous et avec notre environnement, et ces changements, en tout cas c'est notre vision, devraient être l'objet de toute notre attention. Et pour ça, la mission qu'on s'est fixée, c'est tout simplement la production, diffusion des connaissances de l'impact du numérique sur les organisations et notre société. Alors évidemment, pour accomplir cette mission-là, on s'est fixé une belle quantité, une belle brochette d'objectifs qui sont évidemment ambitieux, et on compte sur vous pour nous aider et nous soutenir, pour nous aider à les accomplir tout au long de cette année. Alors il est temps de rentrer maintenant dans le vif du sujet. Alors l'idée de cette présentation est de vous faire un petit aperçu de mes travaux de thèse, et de le faire le plus succinctement possible et de manière très managériale pour avoir les éléments évidemment clés pour pouvoir gérer vos communautés et co-créer de la valeur avec elles. Et pour commencer, j'aimerais faire une petite introduction sur un petit cas qui a déjà plus de 15 ans et qui est intéressant puisque au mois de décembre 2023, Lego, la célèbre marque de briques que vous connaissez tous et toutes, célèbre les 15 ans de son initiative Lego Ideas. Alors pour celles et ceux qui ne sont pas familiers, Lego Ideas, c'est quoi? C'est tout simplement une plateforme web qui a été développée par Lego, qui a associé un ensemble de logiciels, notamment un logiciel de design de Lego. Vous pouvez utiliser toutes les briques que vous voulez dans un environnement 3D pour fabriquer des modèles. Et sur cette plateforme web, vous pouvez proposer votre propre set de Lego. Si ce set de Lego, la communauté le trouve au moins suffisamment intéressant sur les 12 premiers mois après sa soumission, s'il y a une centaine de personnes qui disent que ce set est intéressant, vous gagnez 6 mois de plus. Et si 1000 personnes disent que ce set est très intéressant, vous gagnez encore 6 mois de plus. Et si 5000 personnes, etc., vous avez compris, ça peut prendre évidemment quasiment du coup 2 ans. Et au bout de 10 000 supporters sur votre set de Lego, il y a en fait les officiels de Lego qui vont regarder votre set, essayer de voir dans quelle mesure il est possible de faire un set professionnel ou pas, etc. Et si tel est le cas, votre set est mis en production et vous percevez un pourcentage des ventes. Alors en dessous, là, sur les slides, vous voyez l'Orient Express de Lego Ideas, qui est le dernier modèle sorti de la gamme, 2500 pièces, plus d'1 mètre de long une fois construit. Avec une petite indication 18 ans et plus, évidemment, qui fait que ce n'est plus un jeu finalement, mais un objet d'exposition. Et c'est le dernier né de Lego Ideas. Donc généralement, la personne qui a créé le set, en plus de gagner en réputation parmi le milieu, va pouvoir bénéficier d'un pourcentage des ventes du nombre de sets qui a été vendu. Mais aussi, Lego a embauché 2 personnes qui sont devenues des designers officiels de Lego suite à ces initiatives-là. Donc la co-création de valeur, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps avec sa communauté, quelque chose qui a fait ses preuves, mais pourtant, il y a des questions qui demeurent, à savoir comment une organisation peut gérer cette co-création de valeur, peut commencer une initiative de co-création de valeur avec ses clients, et c'est ce qui a été l'objet de ma thèse. Alors pour aller évidemment dans le sujet de la co-création de valeur, ça implique de définir ce qu'est la co-création de valeur. Qu'est-ce qu'on entend concrètement pour ça? Et force est de constater que je suis allé chercher dans la littérature scientifique, comme tout doctorant, comme tout chercheur, et en fait, il n'y a pas de définition consensuelle de la co-création de valeur. Du coup, j'ai analysé les 20 articles les plus importants du champ de la co-création de valeur en gestion en système d'information. J'ai essayé de tirer de l'ensemble de cette analyse-là une définition, celle que vous voyez ici, à savoir que que la co-création de valeur, c'est l'utilisation d'un système d'information par différents acteurs, notamment par exemple une organisation, une communauté ou un client qui supporte l'usage de ressources
donc du temps, des connaissances ou des compétences qu'on va réussir en fait entre ces acteurs-là et d'autres d'exploiter ces ressources-là pour que chaque acteur obtienne une satisfaction subjective. Ce concept de satisfaction subjective est vraiment important dans la co-création de valeur, puisque trop souvent on dit que la co-création de valeur marche quand l'entreprise fait du profit, mais on met jamais le client au cœur de cette machinerie, et le client il va pas chercher forcément à faire du produit, mais à avoir un usage plus facile, une réponse à un problème qu'il a. Et d'autres parties prenantes des organisations peuvent rechercher autre chose que du profit. Donc, fort de cette définition, bah, je suis allé voir concrètement comment on peut faire de la co-création de valeur et comment d'autres organisations ont fait de la co-création de valeur. Alors pour ce faire, ben, j'ai tout simplement réfléchi à quatre choses. Un, bah, c'est quel type de co-création de valeur il existe et quelle co-création de valeur on peut faire. Donc pour ça, j'ai analysé 17 entreprises à partir de données secondaires. Ensuite, je me suis posé la question de savoir bah, comment concrètement on fait de la co-création de valeur, comment on peut co-créer de la valeur avec ses clients. Donc pour ça, j'ai développé une approche ludopédagogique qui a été présentée dans un jeudi CEDOS précédent qui s'appelle Game of Streams. Et ensuite, je me suis posé deux questions en étudiant des cas d'entreprises, notamment françaises, de PME françaises. D'abord, comment on crée une communauté autour d'un projet entrepreneurial. En l'occurrence, il s'agissait du crowdsourcing avec lafraise.com, j'y reviendrai dessus. Et ensuite, comment on maintient une communauté une fois qu'elle a été créée. Et pour ça, j'ai regardé le cas de la communauté de vie sauvage et survie, avec une approche autour du don. Alors, sans rentrer dans le détail évidemment des éléments scientifiques et de la recherche, je vais directement vous présenter les résultats managériaux liés à ces travaux. Alors, le premier résultat, c'est de permettre aux organisations de savoir quel type de co-création de valeur on peut envisager en fonction de l'implication que l'organisation souhaite avoir, mais aussi de celle que on souhaite avoir pour ses clients. Donc, si on souhaite avoir une implication relativement modérée de ses clients et aussi une implication relativement modérée de la part de l'organisation, on se situe en bas à droite de cette petite matrice 2 par 2. Et ben là, la plupart des organisations utilisent ce qu'on appelle une initiative de détection, où on va tout simplement avoir des systèmes de recommandation de produits, services en fonction des comportements des usagers par rapport à l'offre existante de l'organisation. Alors typiquement, c'est ce que Netflix va faire quand ils vont vous recommander avec un certain pourcentage une série télévisée ou ce genre de choses. Si on reste sur une implication, on va dire relativement, faible de l'organisation, ce qu'on a appelé complémentaire, mais une implication plus importante des clients, là, on a toutes les initiatives dites de réputation. Donc c'est tous les outils qui ont été mis en place, notamment par eBay, originellement et puis ensuite par l'ensemble des acteurs du e-commerce. Donc tout ce qui va être les outils d'évaluation d'une expérience, d'un produit et le partage d'avis et d'opinions autour des produits ou des services. Donc ce qui permet tout simplement d'enrichir l'offre avec des retours clients. Si l'entreprise souhaite s'investir davantage, implication qu'on a appelée productive, et que les consommateurs sont moins impliqués, on rentre dans tout ce qui est outil de personnalisation de masse, où le client va tout simplement piocher ce qui l'intéresse dans l'offre de produits ou de services de l'organisation pour personnaliser le service qu'il va ensuite en tirer. Donc, à titre d'exemple, on peut citer par exemple Nike ID ou MyM&M's, où en fait l'entreprise ne va pas modifier fondamentalement son processus de production, mais va juste permettre au client de choisir dans le cadre de My M&M's, la couleur de ces M&M's ou de changer le petit message imprimé sur les bonbons au chocolat. Et dans le cas de Nike ID, c'était tout simplement choisir les attributs de sa chaussure, le type de semelle, la couleur, la manière dont va être structuré le logo sur la chaussure. Et enfin, pour une implication importante des clients et de l'organisation, on est sur des initiatives de type communautaire où là, le client est placé au cœur même des mécanismes de gestion et de production de l'organisation, des phases de design jusqu'aux phases de service après-vente. Donc à ce titre-là, on peut parler par exemple du cas de lafraise.com où en fait bah, le client faisait les designs, sélectionnait les designs à produire et ensuite l'entreprise ne faisait que produire les éléments qui avaient été choisis par les clients et les expédier. Donc ça, c'est les résultats du premier travail. Alors, je me suis intéressé évidemment à l'initiative qui implique le plus d'implication de l'organisation et de la part des clients pour essayer de comprendre quelles étaient les dynamiques. Mais avant de faire ça, je me suis dit, mais concrètement, comment on fait pour faire de la co-création de valeur? Et donc, pour ça, j'ai développé une approche qui permet de mettre autour d'une table les parties prenantes de l'organisation, mais aussi éventuellement ses clients ou autres, enfin toutes les parties prenantes. Et en réfléchissant aux données de l'organisation
à ses clients et aussi aux archétypes de création de valeur, donc ça c'est un résultat de la recherche, de permettre à l'organisation de développer des idées à potentiel de création de valeur. Donc je ne vais pas m'étaler sur cette solution-là, puisqu'elle fait l'objet d'un précédent jeudi CEDOS que vous retrouverez sur la playlist, et je passe tout de suite évidemment aux autres éléments qui sont plus intéressants. Donc, premièrement, c'est comment on crée une communauté. Donc, pour répondre à cela et pour développer ces 4 activités que l'entrepreneur peut faire pour fédérer et créer une communauté autour de son projet entrepreneurial, je suis allé voir un cas historique de l'entreprise de La Fraise. Alors, La Fraise, c'est une entreprise historique qui a fermé ses portes depuis quelques années, mais qui est intéressant parce que c'est le premier cas de crowdsourcing français. Elle est citée comme exemple dans beaucoup de textes et d'ouvrages. Alors, il y a un Américain qui est toujours bien vivant, qui s'appelle Fred Less. Et l'idée de La Fraise, c'était tout simplement de fabriquer une communauté de designers qui allaient designer tout simplement des graphismes, des visuels. Le reste de la communauté allait voter pour ces visuels et l'entreprise allait tout simplement payer le graphiste si son design était suffisamment intéressant pour la communauté, imprimer 500 exemplaires de t-shirts qui sont vendus. Donc quelques mois après, quelques années plutôt, hein, 2 ans et demi après la création de l'entreprise dépassait le million de chiffre d'affaires annuel alors qu'ils étaient que 3 salariés dedans. Donc ça a été un vrai succès finalement, et ce cas est intéressant parce que c'est le premier succès en fait de ces nouveaux modèles entrepreneuriaux qu'on a vus. Et si on analyse l'ensemble, ce que j'ai fait des échanges entre l'entrepreneur et sa communauté, alors à l'époque, il y avait évidemment que les blogs, c'était plus facile à suivre, hein. Aujourd'hui, il faudrait analyser ce qui se passe sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, sur Snapchat, etc., sur les différentes communautés. À l'époque, c'était plus facile. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a 4 activités que l'entrepreneur mène pour créer cette communauté. Ces 4 activités ont un impact sur le sens que les utilisateurs ont d'appartenance à cette communauté-là. Alors, les activités ne sont pas dans l'ordre, elles sont toutes les 4 importantes. C'est l'appel à la contribution des membres de la communauté. Leur demander en fait tout simplement de contribuer. Alors, ce n'est pas des contributions financières, hein, là dont on parle, c'est vraiment de donner son avis, de dire qu'est-ce qu'on pense, d'aider à développer certaines idées, etc. Mais l'entrepreneur doit aussi évidemment avoir 3 autres éléments où c'est lui qui va partager en fait. Donc, c'est son activité entrepreneuriale, ses déboires, de ses déboires avec les impôts par exemple, ou l'URSSAF, jusqu'à des choix stratégiques de l'organisation. Je vous donnerai un exemple assez parlant à ce sujet-là une fois que je vous aurai tout présenté. C'est vraiment quelque chose d'important. Et les 2 autres sont tout simplement le partage de quelques détails de sa vie personnelle, de ses vacances, de comment on vit son activité, en fait, pour tout simplement incarner sa position auprès de sa communauté. Et enfin, le partage de l'expérience entrepreneuriale, les hauts, les bas, comment ça se passe, etc. Et ces 4 activités contribuent vraiment à développer la communauté en ligne. Alors, pour illustrer mon propos, je me rappelle vraiment de cet exemple-là qui m'a marqué. Alors peut-être que vous connaissez pas, notamment les plus jeunes d'entre nous, la Star Academy, mais c'était une émission assez à succès, on va dire, au milieu des années 2000. Et en fait, la Star Academy a approché l'entrepreneur en disant, c'est incroyable ce que tu fais avec les t-shirts, avec la nouvelle économie, Internet, tout ça. On aimerait bien que tu mettes tes t-shirts sur nos stars de la Starac. Et l'entrepreneur, au début, enfin, il bondit, quoi. C'est génial, c'est trop bien, il y a TF1, je vais passer en prime time. Et du coup, il soumet l'idée aux membres de la communauté. Et là, branle-bas de combat, la communauté vend debout. C'est une honte, tu vas pas te mettre au bord du grand capital. Enfin bref, j'exagère évidemment mon propos. Mais la communauté a dit non. Et du coup, l'entrepreneur a dit non à la Star Academy parce que sinon, il risquait de se mettre sa communauté à dos. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut aussi accepter, hein, c'est le fait de perdre une partie du contrôle qu'on a sur son organisation parce que c'est comme ça que ça fonctionne quand on a une initiative de communauté. Alors le deuxième cas que j'ai analysé en profondeur, c'est le cas de Vie sauvage et survie, donc qui est associé à une entreprise qui s'appelle le Centre d'études et d'entraînement aux techniques de survie. Donc c'est une entreprise et une communauté qui est portée par Monsieur David Maniz. Et j'ai regardé les échanges dans la communauté en ligne et comment ça nourrissait la capacité d'innovation de l'entreprise en fait. Et donc, ce qui est intéressant, alors le prisme du don, la théorie du don, c'est une vieille théorie en anthropologie qui est née à la fin des années 20 en France par un anthropologue qui s'appelle Marcel Mauss, qui est considéré comme le père de l'anthropologie et de la sociologie en France. C'était le petit-neveu d'Émile Durkheim, comme quoi enfin, ça aide.
Et en fait, l'idée de la sociologie du don, je vais le caricaturer un petit peu pour faire simple et pour respecter le timing, c'est tout simplement qu'il y a trois moments importants pour les relations sociales et qui construit et développe les liens sociaux dans le temps. Il y a un moment du don, il y a un moment du recevoir et il y a un moment du rendre. Donc donner, recevoir, rendre, c'est vraiment les trois moments importants du don. Et quand on regarde ce qui se passe dans la communauté en ligne, en fait, il y a toujours quelqu'un qui va soit développer un contenu, soit proposer un service, soit tout simplement partager un moment dans un environnement numérique, et quelqu'un qui va recevoir ce partage-là, l'utiliser, le modifier, etc., et le rendre soit à la communauté, soit à quelqu'un d'autre, soit construire par-dessus. Et en fait, ce faisant, ça développe tout un tas de liens et ça renforce tout un tas de liens dans la communauté. Et l'organisation, elle, qui est sponsor de cette communauté, va tout simplement permettre à la communauté d'exister du mieux qu'elle peut en lui offrant des ressources, une infrastructure web, la maintenance, etc. Et en fait, sur du long terme, elle va bénéficier de l'ensemble de ce qu'a créé la communauté, soit dans sa capacité à innover, soit dans le développement de nouveaux produits. Et elle le fait sous réserve que la communauté en ligne et l'organisation aient des objectifs qui soient particulièrement alignés avec une méthode de fonctionnement qui est plutôt orientée sur du don et du contre-don. Donc ça, c'était voilà, les conclusions assez intéressantes de cette étude-là avec David Maniz et le SETS. Donc il faut finalement presque donner pour vendre d'une certaine façon, ce qui est un peu paradoxal. Voilà, je suis allé droit au but. Merci pour votre attention et place éventuellement à quelques questions. Là, pardon. C'est un peu particulier les exemples que tu as donnés. Je me dis par exemple, je te fais une idée, est-ce qu'on pourrait faire de la co-création de valeur avec nos étudiants, nos ingénieurs? On en fait déjà indirectement. Je vais juste arrêter l'écran. Et pour bénéficier des réponses aux questions et pour les prochaines conférences, il faudra venir en présentiel.